Bienvenue, je suis Austin Leduc, adjoint à la direction des centres de protection des mineurs et des adultes vulnérables à l'Université Saint-Paul, Ottawa, Canada. Bienvenue à notre balado avec le professeur Bianca Bricciu, professeur adjoint à l'École de leadership, écologie, équité à l'Université Saint-Paul. Son travail porte sur le développement de leadership par intelligence émotionnelle et sociale, la pleine connaissance, la compassion et la pensée systémique. Ses recherches portant sur l'intelligence émotionnelle, le leadership transformatif, les enjeux EDI, l'éducation intégrale et la spiritualité. Professeur Bricciu est un coach certifié en intelligence émotionnelle et auteur du livre The Revolutionary Art of Love, From Romantic Love to Global Compassion. Elle est au présent engagée dans la recherche et la résilience en éducation et la transformation organisationnelle. Bienvenue. Bonjour, professeur Bricciu. Merci pour être ici avec nous pour cette balado. Merci beaucoup de m'inviter. Bien, on va parler aujourd'hui à propos du sujet du dialogue génératif et l'intelligence émotionnelle. Donc, on commence avec une question qui pouvez-vous expliquer c'est quoi le dialogue génératif? Le dialogue génératif, ça nous mène au sens du génératif, qui est un aspect de créativité. Mais dans le dialogue de créativité, c'est un dialogue qui est très différent d'une discussion, d'un débat aussi. Parce que dans des discussions et dans des débats, nous avons la tendance d'être dans un état de compétition avec les autres, d'essayer de montrer nos opinions et aussi d'expliquer nos opinions et de peut-être, si nous sommes dans un groupe, de choisir l'opinion qui fait le plus de sens. Mais dans le dialogue génératif, c'est une question d'abandonner ce besoin d'avoir raison, de montrer ses opinions, ses pensées aux autres, mais aussi d'être dans une position plus d'écoute et d'empathie qui va contribuer à intégrer tous les participants dans ce qui David Bohm, qui a travaillé beaucoup sur le dialogue génératif, nomme une rivière du sens, qui n'est pas le sens personnel que j'ai, mais un sens collectif, un sens plus profond, qui est au-delà de tes opinions ou mes opinions. Bien, oui, merci. Donc, un petit peu suivi avec ça, qu'est-ce que permet aux conversations de dépasser les simples écoutes pour devenir vraiment un dialogue génératif? Oui, comme je l'ai dit déjà dans la définition de dialogue génératif, il s'agit premièrement de cet aspect d'humilité intellectuelle ou peut-être d'humilité relationnelle, d'être dans l'écoute aussi, parce que nous sommes très habitués d'essayer d'expliquer nos pensées, nos opinions aux autres. Mais pour créer ce dialogue génératif, nous avons besoin d'abandonner position de genre de pouvoir, d'essayer de montrer nos pensées, mais aussi d'être dans une position d'écoute, d'empathie, de comprendre mieux et aussi c'est presque un engagement collectif dans la quête du sens. C'est pas une façon de « oh, je connais le sens déjà et je vais te le montrer ». C'est qu'est-ce que c'est le sens de cette question-là? Nous sommes ensemble pour explorer. Alors, ces conditions d'exploration, on a besoin parfois de ces positions d'écoute, d'humilité, mais aussi des conditions des groupes de sécurité, de confiance les uns des autres. Parce que si nous sommes dans un état de compétition, c'est très difficile d'entrer en dialogue génératif. Merci. Donc, sur le sujet de l'intelligence émotionnelle, comment l'intelligence émotionnelle nous aide-t-elle à mieux comprendre et accompagner les personnes ayant vécu un traumatisme? Si nous pensons à la fonction de base des émotions, c'est de nous informer de la relation entre nous-mêmes et l'environnement et les autres, parce que les émotions sont ces sources d'informations sur notre état intérieur. Et les émotions peuvent nous mener parfois
à la source d'un traumatisme. Parce que si on a des émotions qui sont très intenses, ou si nous sommes dans cette position où on ne peut pas ressentir nos émotions, ça veut dire c'est un trigger, ce qu'on appelle cette position où nous sommes dérangés, où les émotions deviennent très intenses. Et ça peut nous donner d'informations que nous avons des réactions à une expérience traumatique qui est antérieure. L'intelligence émotionnelle est très importante pour les personnes qui accompagnent les autres avec les traumatismes parce que ça aide beaucoup avec la compréhension, avec la patience, avec les émotions des autres qui parfois ils sont très difficiles à comprendre parce que le contexte ne conduit pas les émotions qu'on voit parce qu'ils sont des expressions, des réactions à un traumatisme antérieur à l'expérience présente. Alors c'est pour ça que c'est très important de comprendre les émotions des autres, mais aussi d'avoir empathie. Et l'intelligence émotionnelle aide beaucoup avec cet aspect de se comprendre soi-même, de comprendre ses émotions et d'être capable de sentir les émotions des autres. Parce que si nous n'avons pas cette capacité, nous sommes toujours dans la tête, dans le cognitif, en essayant de comprendre, mais on ne peut pas sentir. Alors, si on ne peut pas aller à ce niveau du cœur, de ressenti, c'est très difficile d'accompagner bien les personnes avec des traumatismes. Donc, dans ce domaine, lorsque nous travaillons avec des personnes qui ne se sentent pas en sécurité, quel rôle la sécurité, l'appartenance et la dignité jouent-elles dans le processus de guérison? Bon, par exemple, Stacey Haynes, qui est auteure d'un très bon livre qui s'appelle Les politiques de trauma, elle parle d'aspects de sécurité ou de bienveillance, d'appartenance et de dignité comme des besoins fondamentaux des êtres humains, alors qui sont autour du monde, dans toutes les cultures. Et ces besoins-là, quand on a eu un traumatisme, on était brisé ou bafoué, on n'était pas importante. Alors, par exemple, pour les personnes qui ont eu un traumatisme, c'est très difficile d'avoir un sentiment de sécurité dans des relations avec les autres. Par exemple, ça peut être difficile d'avoir confiance que les autres sont vraiment là pour eux. Ça peut aussi changer son sentiment d'avoir une valeur parce que c'est là la dignité personnelle qui a été enfranchie dans un traumatisme. Alors, pour établir ce sentiment de sécurité, de bienveillance, c'est important d'avoir soi-même comme accompagnateur ou accompagnatrice une position d'écoute, d'ouverture, d'authenticité. Et je dirais que il y a un côté de guérison personnelle pour les accompagnateurs, accompagnatrices aussi pour créer de sécurité. Parce que si nous sommes dans cette position et nous avons été traumatisés nous-mêmes, c'est très difficile d'être présente pour l'autre personne. Alors c'est pour ça que c'est important de le faire. Et on peut créer, par exemple, un sentiment de bienveillance en montrant aux personnes que nous sommes là pour eux ou pour elles et que nous sommes là à l'écoute. Je pense que l'amour, c'est un aspect très important d'établir cette bienveillance, appartenance et dignité et le soin. D'être là pour l'autre personne, d'être ouvert, d'être à l'écoute, de demander à l'autre personne de quoi avez-vous besoin, de rester curieux et ouvert, de ne pas avoir de réponse. Ça, c'est très important parce que parfois, dans des formations professionnelles, nous apprenons des méthodes, des approches et nous essayons peut-être parfois les imposer aux autres personnes. Mais cet aspect est très important pour établir un sentiment de bienveillance et de se souvenir de l'histoire de l'autre personne, de montrer un intérêt dans leur vie. Donc, avec l'aspect que tu discutes là, pouvez-vous expliquer davantage l'importance de la présence et de la posture dans l'accompagnement?
Dans la définition d'accompagnement, il y a un auteur, Paul Maia, qui parle de trois aspects dans une posture professionnelle. C'est la posture, le rôle et la relationnalité. Et la posture, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un état intérieur, c'est un état d'esprit. Et la posture, c'est très important parce que parfois, c'est invisible, c'est inconnu, c'est quelque chose qui est perçu, qui est très émotionnel, qui est l'énergie qui est dans l'air. Alors, c'est difficile de le bien définir. Mais la posture, c'est aussi cette capacité d'être présente avec l'autre personne, d'être dans une position d'ouverture et d'amour, comme je dirais. Et la présence, c'est cette capacité de ne pas juger, de ne pas savoir ce que sont les réponses pour l'autre personne, c'est quoi sa guérison, qu'est-ce que c'est important, mais d'être à l'écoute, d'être l'accompagnateur, l'accompagnatrice vraiment de l'autre personne. Et cette posture-là est très importante parfois de cultiver, de développer, par exemple, par une guérison personnelle ou par le développement de l'intelligence émotionnelle ou spirituelle, parce que c'est cette capacité d'avoir un espace intérieur qui est très large, comme une grande maison où l'autre personne se sent en sécurité, se sent bienvenue. Bien, merci. Et quelques décisions relationnelles ou du groupe aidant les personnes à passer de la défensive ou de la peur à l'ouverture, à la créativité et à la confiance. Oui, c'est pas une réponse très facile de comment créer la créativité et la confiance, mais il y a quelques, je dirais, qualités essentielles. Premièrement, des personnes qui vont créer un groupe. Par exemple, cette posture d'humilité, d'ouverture, d'authenticité, d'amour. Pour les personnes qui vont faciliter un groupe, c'est très important parce que les personnes vont créer un genre de l'esprit de groupe par leur qualité de présence, leur qualité d'attention, leur soin et leur amour. Et un deuxième aspect, c'est la structure d'un groupe. Par exemple, la création des cercles où chaque personne est invitée de participer, c'est très important aussi. Un autre aspect, c'est de commencer graduellement, par exemple, par des questions plus générales, mais qui sont vraiment liées au sens de personne, à leurs valeurs, leurs besoins, ce qui est important pour eux ou pour elles. Et après ça, on peut aller un peu plus en profondeur de parler de leurs histoires, mais de créer en avant, je dirais, un état d'ouverture pour chaque personne. Et la vulnérabilité, c'est quelque chose qui peut avancer encore graduellement par des questions et aussi si on peut partager le grand groupe en de petits groupes ou de dyades où les personnes peuvent s'ouvrir un peu plus. Et dès qu'une personne devient vulnérable, c'est une invitation pour les autres personnes de devenir vulnérables aussi. Alors, la vulnérabilité est quelque chose qui va grandir dans la qualité d'un groupe ou d'un cercle. Et un autre aspect important d'aider les personnes à franchir ces sentiments de peur, de participer, sont des méthodes, par exemple, de pleine conscience ou utiliser des arts, utiliser de la musique pour aider les personnes à entrer dans un état du calme, peut-être de respirer quelques minutes au début d'une session, d'écouter la musique ou de chanter ensemble même. C'est quelque chose qui va contribuer à une cohérence de groupe et réduire cette anxiété de participer. Wow, c'est vraiment beau. Donc, merci beaucoup pour parler un petit peu à propos de le dialogue génératif et intelligence émotionnelle. Merci pour d'être ici pour cette balado. On dit un grand merci. Merci aussi, ça fait plaisir. Merci.